God Valley arrive. Très certainement dans les prochains chapitres, Oda est en train de placer l'échiquier le plus intéressant qu'on a eu depuis le début de One Piece. Chacun des personnages principaux de cet incident va devoir renoncer ou à ses rêves, ou à son ambition, ou à ses valeurs. Vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi est-ce que Gold Roger a décidé de s'allier à Garp pour protéger des dragons célestes alors que celui-ci est un pirate. Vous allez découvrir pourquoi Garp, qui déteste les pirates et Roger par-dessus tout, a décidé de s'allier avec son plus grand rival pour mettre fin à Rock Dig Xebec. Vous allez voir que le quatuor amoureux, Gloriosa, Shaki, Riley et Gold Roger n'est pas du tout développé dans ce chapitre à des fins humoristiques, mais que ça va être l'étincelle qui va provoquer la plus grande explosion de God Valley. Vous allez comprendre que les deux objectifs de Xebec ne sont pas anodins. S'il veut mettre la main sur deux fruits du démon, c'est que ça a un rapport avec la timeline actuelle de One Piece et très certainement ce qui va amener à la fin de Im-sama, à la fin de l'arc Elbaf. Vous allez également découvrir pourquoi est-ce que Rock Dig Xebec souhaite mettre la main sur la Gaileila et que cet événement va très certainement amener la plus grande mutinerie de l'équipage des Rocks. La théorie que j'ai développée à la fin de cette vidéo va vous expliquer que aucun personnage ne ressortira indemne de God Valley et que chacun va faire le choix le plus crucial pour la suite de son avenir et surtout pour la survie de la planète. Le discours du Dr Vegapunk, les objectifs de Xebec, pourquoi est-ce que Riley et Roger ont décidé de ne rien faire après la découverte du One Piece et ont laissé les mains libres à la nouvelle génération pour pouvoir résoudre leurs propres problèmes. Cette théorie m'a demandé énormément de temps et je vous promets que vous n'allez pas perdre le vôtre à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue dans la review du chapitre 1156 de One Piece. La première chose que je voulais dire, c'est merci à tous les messages d'encouragement que j'ai eu par rapport à mon nouveau rôle de père. J'ai lu l'intégralité des messages, j'ai essayé de répondre à certains, mais je n'ai pas le temps de répondre à tous. Mais en tout cas, je les ai tous lus, ça m'a donné énormément d'énergie et je suis impressionné par la bienveillance de ma communauté. Et je vous remercie. Merci aussi pour ma review du chapitre 1155. On a fait plus de 25 000 vues, plus de 400 commentaires. Vous avez été énorme à commenter, à liker, à réagir et je vous en remercie. Je crois qu'il n'y a pas eu un engouement sur cette chaîne depuis sa création. Et merci encore pour la vidéo résumée complète du chapitre 1156. Puisque vous avez joué le jeu, vous avez utilisé vos boosts et je suis arrivé 22e des boosts sur des vidéos françaises. C'est la première fois que je suis dans un classement, c'est la première fois que je suis aussi bien classé. Donc merci pour votre enthousiasme, merci pour votre temps, merci pour vos clics, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, je vous adore, je vous kiffe. J'ai jamais été aussi heureux de faire des vidéos One Piece sur YouTube. Je vous le dis honnêtement. Cette vidéo, j'ai beaucoup travaillé. En fait, tout l'amour que vous m'avez donné, là, j'ai essayé de vous faire le truc le plus quali possible. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas, là encore, à me donner vos avis en commentaire sur l'intégralité des parties que je vais développer. Il y a des choses très intéressantes. À me donner vos avis en commentaire, à mettre des likes. C'est hyper important pour la visibilité de la vidéo. Et là encore, les dimanches, c'est les vidéos où il y a le plus d'énergie, le plus de temps de ma part. Donc maintenant, je vous demanderai les boosts uniquement sur la vidéo du dimanche. Donc si vous pouvez booster cette vidéo pour qu'on atteigne le top 10, cette fois, ça serait un immense objectif. Et bien sûr, à vous abonner. On est à 850 abonnements des 50 000. Ça fait très longtemps qu'on a l'objectif des 50 000 abonnés. On est à ça de le faire. Possiblement ce mois-ci, s'il y a des bonnes vidéos et si tout se passe bien. 850 personnes, les gars. C'est à vous de jouer. Merci pour tout. Et restez bien jusqu'à la dernière partie. La conclusion que je vais donner, elle est hyper intéressante. Elle va traiter sur le fait que qu'il l'est pas. Et contrairement à ce que Xebec essaye de faire. Donc voilà, je suis impatient d'avoir vos retours. C'est vraiment une vidéo de ouf. Allez, bonne vidéo les gars. En vrai, c'est un chapitre qui revient aux bases de One Piece, la piraterie, et ça fait du bien. Il n'y a pas de robots, il n'y a pas de samouraïs, il n'y a pas de démons qui gouvernent le monde. Là, c'est uniquement de la piraterie, des pirates. L'équipage des Kuja qui nous est directement présenté. Roger qui essaye d'enlever Shaku. On a également la marine. Garp qui vient, un affrontement pirate-marine, ça fait du bien. Xebec, la ruche. On voit que Xebec a transformé directement le caillou en tête de mort en essayant de faire une ouverture lors de sa réunion avec son équipage
l'équipage qui est quasiment au complet, sauf une personne, on va en parler dans la prochaine partie. Ça fait du bien un petit peu de revenir sur de la piraterie pure et simple. J'ai pris énormément de plaisir à la lecture de ce chapitre. C'est quand même un carjacking, du flashback de Loki et d'Harald, c'est un peu dommage, mais on a quand même quelques pages pour revenir sur les éléments principaux de ce flashback, puisqu'on apprend bien que Loki a essayé de devenir pirate, qu'il est monté sur un navire de pêche et qu'il a coulé. Est-ce que il s'est noyé et est-ce qu'on peut interpréter que Loki a déjà mangé un fruit du démon, hein? C'est pas anodin dans un flashback qu'on nous donne une information. Si Loki s'est noyé, c'est très certainement un indice de la part des Shiroda pour nous dire que celui-ci a un pouvoir particulier lié au fruit du démon. Mais la chose la plus importante que je voulais revenir, c'est que j'ai très certainement tort concernant l'identité de Mozart. Rappelez-vous, moi je vous ai dit que c'était Lafitte. Je trouve que ce serait hyper intéressant d'avoir une affiliation entre le personnage de Loki et celui de Barbe Noire, comme Loki voulait rejoindre Xebec, le Xebec de notre époque, c'est Barbe Noire, et puis on verra un personnage qui est profondément bon, car je pense que Loki est bon, aller dans l'équipage de Barbe Noire qui est malsain, et je trouve cette conjoncture terriblement intéressante, mais il n'en est rien, puisque là, quand on voit un petit peu l'affection que Ida peut avoir envers Loki, ça coule de source que Mother, ça soit finalement Ida, qui, voyant que Loki refuse son aide, passerait par un escargophone pour s'occuper un petit peu de son protégé. Elle a bon cœur, Hilda, et je trouve que c'est quand même une très belle histoire que ça soit elle, même si j'ai tort et même si j'aurais aimé qu'on aurait une affiliation entre Barbe Noire et Loki. Mais le plus intéressant va dans la partie suivante, parce que malgré que ça soit un bon chapitre visuellement et dans le thème, ça nous donne également pas mal d'indices sur la suite de One Piece, et vous allez voir ce que je vous ai concocté. Les éléments sont en train de se mettre en place et les détails sont très importants. Et Shiroda a très peu de place sur ses planches, et surtout quand il s'agit d'un flashback. Donc s'il décide dans ce chapitre de nous mettre une altercation entre l'équipage de Roger et l'équipage des pirates Kuja, c'est très certainement que c'est une bonne raison pour le développement de la suite de l'histoire. Et je ne vous cache pas que le développement qui va arriver dans les prochains chapitres sera très certainement God Valley. Il faut donc des altercations entre les personnages pour pouvoir avoir un développement intéressant sur la bataille la plus iconique et celle qu'on attend le plus depuis le début de One Piece, la bataille de God Valley. Dans ce chapitre, on voit qu'il y a un quatuor amoureux entre Roger, Gloriosa, Shaki et Riley. Mais pour cette partie, on va uniquement se baser sur la relation tumultueuse qu'on peut avoir entre Roger et Gloriosa. En effet, dans ce chapitre, on apprend que Gloriosa est amoureuse de Roger. Elle a ce qu'on appelle la maladie de l'amour, et on connaît un petit peu la puissance que ça peut avoir quand on voit comment est-ce que Boa Hancock est folle amoureuse de Luffy. Mais l'information qu'on a également dans le chapitre 1096 de One Piece, dans le flashback de Kuma et les premières images qu'on a eues sur God Valley, c'est que Gloriosa fait partie de l'équipage de Xebec. Donc celui-ci l'a très certainement gagné, parce que je ne vois pas Gloriosa partir d'elle-même de l'équipage pirate de Kuja pour rejoindre Xebec. Il a donc mis la main dessus grâce à un Davy Backfight. C'est donc contre son gré. Connaissant le personnage de Roger et sachant que Gloriosa est amoureuse de lui, il y a fort à parier que cette prise a dû être l'objet d'un litige entre Roger et Xebec, et pas à n'importe quel moment, parce que dans le chapitre 1096, lors de la bataille de God Valley, on apprend que Roger a rencontré Xebec l'année précédente, et que suite à cette altercation, il attendait avec hâte leur nouvelle rencontre. J'irai pas jusqu'à dire que Roger a perdu, mais en tout cas, il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Et si son réel but était de récupérer Gloriosa, car comme on le voit dans ce chapitre, il a l'habitude d'affronter l'équipage des pirates Kuja et qu'il connaît un petit peu les sentiments de Gloriosa pour sa propre personne. Il aurait donc décidé de la récupérer auprès de l'équipage de Xebec et très certainement sur la ruche, mais n'ayant pas réussi, très certainement par manque de puissance, il se rend sur God Valley pour pouvoir la récupérer. C'est ça l'objectif de Roger à la base, et c'est pour ça qu'il vient sur God Valley. Et vous allez voir par la suite, parce que je vais vous détailler détail par détail pourquoi chaque personnage se trouve sur God Valley et qu'est-ce qui a amené Garp et Roger à s'allier pour affronter Xebec. Et les détails de la prochaine partie sont encore plus intéressants.
Un des personnages les plus importants de God Valley, c'est Garp. Mais pour comprendre les choix et les événements que celui-ci a engendrés pendant la bataille de God Valley, notamment en s'alliant avec Roger pour combattre Xebec, il faut comprendre sa relation très profonde avec le roi des pirates, et c'est ce que Oda essaye de développer dans ce chapitre en nous dessinant le premier affrontement entre Garp et le futur roi des pirates, Goldie Roger. On voit que Garp fait une fixette sur le roi des pirates, et une des questions que se pose la communauté, c'est quelle est la puissance de Garp. Est-ce qu'il a la puissance d'un Yonko, est-ce qu'il a la puissance d'un Amiro, ou est-ce qu'il a la puissance directement du roi des pirates? Et dans ce chapitre, on peut voir que les deux personnages ont en tout cas la même puissance, puisque Roger avec son attaque arrive à blesser Garp, et la même chose, Garp de son côté avec son attaque arrive à blesser Roger. Tous les deux sont rivaux, mais Garp a une fixette presque maladive sur Roger, puisque rappelez-vous, dans le chapitre 1095, on voit que Garp se déplace sur God Valley uniquement lorsque Kong lui apprend que Gold Roger est sur God Valley. Donc je vous l'ai dit dans la partie précédente, eh bien le roi des pirates est très certainement parti sur God Valley pour pouvoir récupérer Gloriosa. On sait aussi que l'année précédente il a perdu contre Xebec, et que donc il aura besoin de la puissance de Garp pour vaincre Xebec sur God Valley. Mais si Roger demande une revanche, c'est qu'il est très certainement assez proche du niveau de Xebec, donc Garp n'est là que pour compléter. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui Roger est un peu plus puissant que Garp, en tout cas à cette époque-là. Mais la vraie question que je me pose quand je vois directement ce chapitre, c'est pourquoi est-ce que Garp a décidé de s'allier au roi de pirates alors que celui-ci fait une fixette dessus. Il l'attaque directement dans ce chapitre, il vient sur God Valley uniquement pour arrêter Gold Roger, et il est connu comme les héros de la marine grâce aux événements de God Valley, mais aussi parce que c'est le marine qui a mis des bâtons dans les roues au roi des pirates pendant toute sa carrière. Donc si Garp a décidé de mettre de côté sa rivalité avec Roger pour affronter Xebec et le stopper, c'est que Garp a appris sur Gold Valley le plan machiavélique de Xebec, et que ce plan est tellement mauvais pour le monde, pour les dragons célestes qu'il déteste, je vous le rappelle, et pour l'intégralité des êtres vivants de One Piece, qu'il a décidé de s'allier avec son plus grand rival pour pouvoir le stopper. La question que je me pose donc, c'est quel est le plan de Xebec qui a poussé Garp à s'allier avec le roi des pirates? Et on va voir qu'on a déjà des éléments dans ce chapitre, et je vais les développer dans la suite de cette vidéo. C'est bien d'avoir les motivations de Roger et de Garp sur God Valley et comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont alliés pour combattre Xebec, mais il y a une question qui surplombe toutes celles qu'on s'est posées dans les parties précédentes, c'est est-ce que Garp et Roger ont finalement suffi pour faire tomber Rock d'Xebec? On a le droit de se poser des questions, et on a plusieurs éléments depuis qu'on est au courant de l'événement de God Valley qui pourraient nous amener sur la piste de la mutinerie. En effet, Sangoku dans le chapitre 958, quand il parle de God Valley, il stipule que tous les anciens membres n'ont plus jamais reparlé des Rocks. C'est pour ça que la nouvelle génération de marines est très impressionnée. Elle ne connaissait pas du tout l'histoire des Rocks ou de celle de Rock d'Xebec. En plus, quand on sait un petit peu le passé de Gloriosa et le fait qu'elle soit amoureuse de Roger, on imagine bien tous les ressentiments qu'elle a à faire partie de l'équipage de Xebec. Et on se demande quel va être le comportement de Gloriosa quand elle va voir son protégé, son amoureux, Roger, affronter son capitaine Xebec. Ça pourrait être l'étincelle qui allume la mèche et qui ferait exploser l'équipage des Rocks, car je ne vois pas Gloriosa ne pas trahir Xebec si elle voit que Roger l'affronte. Et ça pourrait être la brèche qui amènerait l'intégralité de l'équipage des Rocks à trahir Xebec, à faire une mutinerie, et ce ne serait donc pas Garp et Roger qui auraient battu Xebec, mais Garp et Roger avec Gloriosa, mais aussi Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, Capitaine John, Hache d'Argent et l'intégralité des pirates qui nous sont développés dans ce chapitre. On sait que ce sont des pirates qui ont été réunis autour de Xebec uniquement grâce au Devil Backfight, et si à un moment donné dans God Valley ils ont vu une opportunité de trahir leur capitaine parce que, un tant soit peu, Garp et Roger ont réussi à prendre l'avantage sur la puissance monstrueuse de Xebec, alors cela pourrait expliquer les dires de Sangoku et pourquoi aucun des anciens membres de l'équipage de Xebec n'a plus jamais reparlé des Rocks. Mais pour comprendre pourquoi est-ce que cet équipage a fait une mutinerie, il faut comprendre
en détail le plan de Xebec. Le plan qui a fait que Garp s'est allié avec son rival, le plan qui a fait que l'intégralité des Rocs se soit rebellée alors qu'ils connaissent le caractère particulier de Xebec. On va en parler tout de suite. En parlant du plan de Xebec, avec les éléments qu'on a à la fin du chapitre, soit que Xebec cherche 2 fruits du démon pour pouvoir renverser le gouvernement mondial et Im-Sama, on a des éléments probants qui vont dans le sens de ma théorie, qui est, je vous le rappelle, que le trésor de God Valley, que le trésor de la ruche, que le trésor de Marie-Jo Astersand, que le trésor d'Elbaf et que le trésor du capitaine John soit un seul et unique item, le Gomu no Mi. Et je vous avais dit, pour pouvoir valider l'entrée de cette théorie, j'avais besoin dans les chapitres qui arrivent que Xebec justifie ses voyages sur Elbaf pour voler le Gomu no Mi et que le Gomu no Mi soit le trésor de God Valley. Et dans ce chapitre-là, on apprend que Xebec nous dit qu'il doit mettre la main sur un de ces 2 fruits qui est sur Elbaf. Donc ça va dans le sens de ma théorie que Xebec ait volé le Gomu no Mi finalement sur Elbaf, que la marine réussit à le récupérer, bien sûr sans savoir ce que c'est, sur la ruche, et que ça provoque l'incident de God Valley. Et je suis content qu'on mette l'accent un petit peu sur les fruits du démon, parce que rappelez-vous, depuis la célèbre phrase de Kaido qui nous disait que les fruits du démon n'étaient pas importants, mais ce qui comptait dans la course au plus puissant, c'était la maîtrise du haki. Je suis content qu'on refasse un focus un petit peu sur les fruits du démon, et c'est un petit peu le point commun qu'ont Xebec et ce cher Barbe Noire qui lui aussi a décidé stratégiquement de faire la course aux fruits du démon avant, d'affronter le gouvernement mondial. Et cette quête des 2 fruits du démon valide une autre de mes théories, c'est une que j'avais faite il y a quelques semaines, que beaucoup ont appréciée, et je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine partie. Mais l'élément que je voudrais garder pour la fin, c'est que si les 2 fruits que souhaite obtenir Xebec pour renverser le gouvernement mondial et Im-Sama sont d'un côté le Hito no Mi modèle Nika que possède Luffy et de l'autre côté le fruit des ténèbres que possède Barbe Noire, alors Xebec avait la stratégie que vont mettre en place Luffy et Barbe Noire dans le présent, puisqu'on a, et je vous l'ai dit, c'était une de mes théories sur la fin de l'arc Elbaf, Im-Sama dans le corps de Genko sur Elbaf, mais qu'on a le vrai corps d'Im-Sama sur Marie-Jo Astersand qui nous dit que Marie-Joaz est en feu parce qu'un ennemi est en train de les attaquer. J'avais émis la théorie en premier depuis le 16 février 2024, soit il y a plus d'1 an et demi, que Barbe Noire allait attaquer Marie-Jo Astersand, et on aura très certainement, après le flashback, Genko, avec l'esprit d'Im-Sama, qui va affronter Luffy. Donc on va avoir pour la première fois Im-Sama, qui a 2 endroits en même temps, affronter 2 fruits du démon qui sont parmi les plus puissants du monde de One Piece, soit le Hito no Mi modèle Nika que possède Luffy, qui va affronter Genko, et de l'autre côté, Barbe Noire avec le fruit des ténèbres qui est en train d'affronter le vrai corps d'Im-Sama. Donc, si Xebec avait une information comme quoi la possession de ces 2 fruits lui permettrait de retourner le gouvernement mondial, donc de vaincre Im-Sama, alors, sans le savoir, Luffy en vainquant directement Genko et Barbe Noire en détruisant le véritable corps d'Im-Sama vont pouvoir mettre à exécution le plan que Xebec avait mis au point il y a 38 ans avant la bataille de God Valley. Et comme je vous l'ai dit, comme dans le film One Piece Red, on risque d'avoir Luffy qui arrive à terrasser Genko avec l'esprit d'Im-Sama sur Elbaf, et de l'autre côté, Barbe Noire qui arrive à vaincre le corps d'Im-Sama qui est resté sur Marie-Jo Astersand grâce à l'intervention de Luffy. Et on aurait d'une part Luffy qui inconsciemment va aider Barbe Noire à être sur le trône de One Piece, et de l'autre, le fait est que ceci est le plan de Xebec depuis plus de 38 ans. Et c'est uniquement dans le présent, à ce moment donné, qu'on aura la fusion des 2 pouvoirs à 2 endroits différents qui réussiront à terrasser Im-Sama. Et ça va aussi dans le sens de ma théorie que Im-Sama va perdre sur Elbaf, que Barbe Noire sera l'antagoniste final, que ça sera lui qui sera sur le trône. Mais même si tout ça se réalise, il y a quand même un élément dans ce chapitre que j'ai pas réussi à comprendre, et on va le décrypter tout de suite.
Je suis vraiment très fier de cette dernière partie parce que j'ai mis beaucoup de temps à la développer et elle va répondre à pas mal d'intrigues. L'un des éléments les plus mystérieux de ce chapitre, c'est le fait que Rogue Dixebeck recherche l'antique Galeila qui était composé de géants antiques et qui est très certainement enfermé à Punkazar. J'avais déjà développé dans ma vidéo de la semaine dernière que c'était très certainement les géants qui avaient dessiné les plans antiques de Pluton, qui étaient en possession de Tom, puis de Franky. Mais je vais profiter également de cette partie pour vous expliquer très certainement la cause qui a poussé l'équipage de Xebec à la mutinerie. Dans la partie précédente, je vous ai parlé un petit peu du cas de Gloriosa qui ne pouvait pas affronter Roger puisqu'elle était amoureuse de lui. C'est très certainement la cause qui va faire qu'elle va se rebeller contre Xebec. Mais pour le reste de l'équipage, c'était quand même un petit peu plus compliqué de trouver un petit peu les causes d'une révolte. À la fin de ce chapitre, Xebec expose son plan et leur donne un avertissement. Si vous voulez pas me suivre, eh bien il faut partir maintenant, puisque je vais mettre mon plan en place. L'intégralité de l'équipage de Xebec ne le suit plus uniquement pour une défaite au Devi Backfight, la cause originelle pour laquelle ils ont rejoint Rogue Dixebec. Maintenant, ils sont affiliés directement à son plan. Alors pourquoi est-ce qu'il se rebellerait? Eh bien, je vais vous expliquer. Quand tu as pour ambition de renverser le gouvernement mondial, comme le docteur Vegapunk l'a dit, cela va créer une nouvelle guerre. En tout cas, c'est un risque. Et si cette nouvelle guerre comprend des armes antiques, alors l'utilisation de celles-ci pourrait entraîner la montée des eaux et engloutir l'intégralité du globe. Pour moi, Xebec est au courant de cette possibilité. C'est pour cette raison qu'il est à la recherche des géants antiques de la Galeila Company, parce que je vous l'ai dit dans ma review de la semaine dernière, c'est très certainement eux qui ont dessiné les plans de Pluton que possédait Franky, et ces plans de Pluton ne sont pas des plans d'une arme antique, ce sont des plans de défense. Et qu'est-ce qui pourrait être efficace en termes de défense si des armes antiques sont utilisées et que la montée des eaux engloutit le monde? Eh bien, je vous l'ai dit, une arche. C'est donc pour cette raison que Xebec veut mettre la main sur ces géants-là. Il veut construire une arche parce qu'une fois qu'il aura affronté le gouvernement et qu'il les aura vaincus, pour survivre, lui et son équipage, il a besoin d'une arche. Donc, l'information qu'on doit retenir, c'est que Xebec est prêt à sacrifier l'intégralité de la population du monde pour atteindre ses objectifs. Et c'est là que ça va bloquer avec certains membres des Rox, notamment avec Barbe Blanche, qui, on l'a vu, lorsque Rogue Dixebec a attaqué et presque tué Loki, ça a interloqué Barbe Blanche. Il s'est dit, capitaine, tu n'as pas à faire ça contre un enfant. La fracture qui va se jouer sur God Valley entre Barbe Blanche et Rogue Dixebec, ça va être au niveau des innocents qui devront être tués pour mettre à bien le plan de Xebec qui est de contrôler, de mettre la main sur le monde. Et sur God Valley, il va y avoir cette révélation qui va être faite que Xebec, pour pouvoir atteindre les plus hautes sphères de ce monde, il va sacrifier la population mondiale. Et c'est très certainement ce qui va pousser Garp à s'allier avec Roger pour l'arrêter. Roger, à l'arrêter au début, il est venu sur God Valley uniquement pour délivrer Gloriosa, mais face au plan machiavélique de Xebec, il va décider de l'arrêter, mais également à Barbe Blanche qui va se dire, attends, il y a deux personnes qui essayent d'arrêter Xebec et de sauver le monde, je vais les rejoindre et je vais donc trahir mon capitaine. Cette théorie nous permet un petit peu d'expliquer ce qui pourrait entraîner la mutinerie de l'équipage des Rox. Et le pire là-dedans, c'est que ça ferait un énorme parallèle avec le présent pour le retour de Xebec à travers les ambitions de Barbe Noire. C'est que Barbe Noire, lui, dans sa manche, il a Aokiji. Aokiji est capable de faire fondre la glace, donc il va pouvoir libérer les géants antiques qui se trouve à Punkazar. Oda ferait une pierre de coups entre la volonté de Xebec de mettre la main sur la Galeila antique, le fait que l'équipage de Xebec fasse une mutinerie contre son capitaine et le fait que Aokiji soit directement dans l'équipage de Barbe Noire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non cette théorie. J'ai encore une petite surprise à vous présenter. Au moment donné où Roger découvre le One Piece, il dit qu'il est arrivé 20 ans trop tôt, mais je ne comprends pas pourquoi celui-ci n'a pas profité du temps de vie qui lui restait pour retourner le gouvernement mondial et détruire Im-sama qui oppresse l'intégralité des peuples de One Piece. D'ailleurs, le docteur Vegapunk en parle dans le chapitre 1116, il dit que Roger a découvert
toutes les réponses aux secrets de ce monde, qu'il connaît l'histoire et il se demande pourquoi est-ce que celui-ci n'a pas agi. Riley même remet en question les décisions de son capitaine et dit Roger, est-ce qu'on a bien fait de laisser la nouvelle génération prendre son propre destin en main. On est bien loin au niveau des responsabilités du Roger de ce chapitre qui est assez puéril, qui s'intéresse qu'aux femmes et à la bagarre, et c'est très certainement sur God Valley, lorsqu'il va rencontrer Xebec et son ambition de retourner le monde, que celui-ci va voir naître en lui la flamme, l'étincelle de l'ambition, l'étincelle d'en savoir plus, de faire des recherches sur le passé de ce monde, de faire la chasse à l'intégralité des poneglyphes pour découvrir la véritable histoire du siècle oublié et de chercher avec son équipage le One Piece. C'est Xebec qui, malgré lui et à travers son affrontement avec Gold et Roger, va lui donner son ambition de roi des pirates, son ambition de découvrir la vérité et de pourquoi pas sauver le monde. C'est donc une rencontre capitale pour le roi des pirates qui va le faire passer d'enfant capricieux à pirate, qui va avoir un réel impact sur l'intégralité de la nouvelle génération et lancer l'ère des pirates. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi est-ce que Roger n'a pas agi quand il a mis la main sur le One Piece? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas renversé le gouvernement mondial et Im-sama, l'empereur tyrannique qui a oppressé l'intégralité des peuples de One Piece? Parce que comme Xebec, il a su le coup que ça allait coûter en vie humaine. Car s'il enclenche une guerre pour retourner le gouvernement mondial et que les armes antiques s'affrontent elles-mêmes, alors il y a de très fortes chances qu'on ait une levée des eaux et que ça supprime l'intégralité des espèces vivantes sur le globe de One Piece. Il a dû renoncer car il n'avait pas la même ambition de Xebec de parvenir à ses fins en sacrifiant l'intégralité de la population de la planète. Il a choisi lui de laisser la chance à la prochaine génération et c'est ça la véritable différence entre Xebec et Roger, la différence entre rentrer dans la légende et sombrer dans l'oubli. Ou à ses rêves, ou... Putain de merde. Oh.